Alors, messieurs, dames, bonjour. On reprend où est-ce qu'on avait laissé, avec peut-être une petite variation en ce sens que vous allez pouvoir suivre le cours directement sur votre tablette. Je vous invite à prendre des notes, à arrêter quand besoin est pour le faire, exactement comme si vous suiviez le cours en avant de la classe. Pour qu'on se resitue, Duplessis a repris le pouvoir en 1944. Cette fois-ci, il va y rester jusqu'à sa mort en 1959. Il est conservateur, c'est un antisyndicaliste, et c'est une période marquée par un retour, si vous voulez, d'une certaine façon de gouverner qu'on appelle la Grande Noirceur. Euh, Évidemment que cette période-là fait que Duplessis n'est pas le premier ministre le plus moderne qui soit, mais il a au moins une qualité. Il demeure franchement nationaliste. Quelques exemples, évidemment, je vous avais mentionné. Et c'est aussi à lui que l'on doit les impôts provinciaux qui, lui, vous comprenez, fournissent des revenus plutôt qu'avoir à demander de l'argent du côté du gouvernement fédéral. Pendant ce temps, entre 1945 et 1959, cependant, des forces plus libérales, plus progressistes s'organisent et contestent Duplessis. C'est le cas notamment de certains intellectuels, des artistes, des journalistes, des écrivains, des auteurs, des peintres, des gens qui évoluent dans certains milieux qui trouvent franchement rétrograde la façon dont Duplessis gouverne. Le plus bel exemple que vous devez retenir est celui du refus global. En 1948, en effet, un certain groupe d'artistes, des peintres, des gens qui sont assez connus à l'époque dans leur domaine, vont se regrouper et écrire un manifeste dans lequel ils rejettent en quelque sorte les valeurs, les institutions, l'Église entre autres, évidemment, et de façon générale la façon dont la gouvernance de la province se fait. Vous avez également l'Église elle-même qui se pose des questions. Un bel exemple est ce petit livre de Jean-Paul Desbiens qu'on appelle Les insolences du frère, pardon, un tel. Un frère mariste, soit dit en passant, qui décortique la société québécoise, la voit d'une façon un petit peu rafraîchissante et critique au passage, évidemment, le gouvernement de Duplessis. Pour cette période qu'on appelle la Grande Noirceur, les débats tournent autour principalement de la modernisation de la société québécoise qu'on sent qui est vraiment retardée. Vous pouvez noter les principaux opposants, si vous voulez, au gouvernement de Duplessis que l'on retrouve dans les milieux dont je vous parle. Les forces politiques s'organisent également et on voit du côté du Parti libéral une équipe se former, des gens graviter autour de Jean Lesage et cet homme politique s'apprête à prendre le pouvoir en 1960 pour amener une période que je vous présente dans quelques instants qui va tout changer. En 1959, eh bien, c'est la mort du roi. Et c'est littéralement après son décès que l'on va pouvoir tourner la page sur un Québec d'une autre époque, quand Duplessis meurt à Shefferville en 1959. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler avec les Lesage, avec les changements qui vont se succéder à un rythme assez important durant la décennie de 1960-1970 de révolution tranquille, ou si vous préférez, pardon, de la modernisation du Québec. Les principales caractéristiques, et j'aimerais insister sur ceci, c'est qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Jean Lesage, avec une campagne qui va être menée, un slogan qui en soi porte un message très clair, c'est le temps que ça change, eh bien, on va voir au Québec apparaître une toute nouvelle façon de faire les choses.
En septembre 1959, lors d'une tournée du Grand Nord, le Premier ministre Maurice Duplessis meurt d'une congestion cérébrale. Le Québec entre alors dans une ère de grands changements qui met fin à 16 années de ce que certains appellent la Grande Noirceur. Pour comprendre le climat au début des années 1960, je pense qu'il faut retourner à la période, aux années antérieures, c'est-à-dire aux dernières années du gouvernement de Maurice Duplessis. Les libéraux, les gens de Cité Libre ont qualifié de plus en plus cette période de grande noirceur. Il y a des curés qui avaient dénoncé la corruption électorale. On se rendait compte qu'on était en fin de régime. On se rendait compte qu'on avait besoin d'air, un peu plus d'air. Et quand Duplessis meurt, certains vont pousser un soupir de soulagement. Et quand arrive Paul Sauvé, on se rend compte qu'on rentre dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère. L'Union nationale vit du souffle que son fondateur lui a donné. Paul Sauvé veut donner un style nouveau, progressiste au gouvernement unioniste. Mais il meurt subitement le 2 janvier 1960. Son règne n'aura duré que 100 jours. C'est Antonio Barrette qui lui succède et qui tente de faire réélire son parti au cours d'une campagne électorale houleuse marquée par de nombreux incidents. Mais le 22 juin 1960, les libéraux de Jean Lesage délogent l'Union nationale à l'Assemblée législative du Québec. Jean Lesage, quand il prend le pouvoir, dès le lendemain, en conférence de presse, dit aux journalistes, écoutez, les Québécois ne viennent pas seulement de changer de gouvernement, ils viennent de changer de vie. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. Et quand j'ai parlé des jeunes, évidemment, je pensais à l'éducation. Et c'est une victoire pour l'ensemble de la population, pour les ouvriers, les hommes d'affaires, qui voient venir avec nous la stabilité économique. Né à Montréal en 1912, Jean Lesage grandit dans la ville de Québec. Il s'intéresse très tôt à la politique et fait preuve de talent oratoire dès son cours classique au petit séminaire. Avocat, il est élu député fédéral en 1945. Dans le gouvernement de Louis Saint-Laurent en 1953, il devient ministre des Affaires du Nord et des Ressources naturelles. Mais lorsque les conservateurs de John Diefenbaker défont les libéraux en 1957, Jean Lesage quitte Ottawa et se fait élire chef libéral au Québec en 1958, à un moment où l'Union nationale connaît des sommets d'impopularité. Impatients de déloger le régime de Maurice Duplessis, les membres du Parti libéral provincial apprécient ses idées de réforme et ses talents de rassembleur. Les promesses sont nombreuses, les attentes sont énormes, le temps est compté. Il se met rapidement au travail et mise d'abord sur une équipe de ministres à forte personnalité. Georges-Émile Lapalme à la culture, Paul Gérin-Lajoie à l'éducation, René Lévesque aux ressources naturelles. Quand on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait des éclairs. Si on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait un peu de vent de tempête, un vent de changement. Une révolution, ça change toujours quelque chose. Comment est-ce qu'on peut, comme peuple, s'aider pour les situations qui nous attendent, qui nous confrontent? Eh bien, c'est en nous penchant sur chacun des individus qui montent, qui grandissent, le plus possible en essayant de les développer au maximum, en essayant de leur donner le maximum possible de compétences, de développement de leurs talents et de leurs ressources. C'est la première de nos richesses naturelles, les gens que nous sommes. L'explosion démographique de l'après-guerre produit l'effet d'une véritable bombe sociale. Si les années 40 et 50 ont été les années d'enfance des baby boomers, les années 60 représentent celles de leur adolescence. Ils exercent maintenant une pression considérable sur la société québécoise. Enfants rois,
Ils jouissent, principalement dans les grandes villes et leurs banlieues, d'un niveau de vie nettement supérieur à celui de leurs parents. Les jeunes dansent aux accents du rock and roll américain et britannique, et certains s'initient à l'existentialisme français. Ils découvrent de nouveaux horizons et rêvent d'une société plus moderne, plus ouverte. La religion, la famille, l'autorité, l'éducation, le travail, toutes les valeurs représentées par ces institutions seront remises en cause par les baby boomers à mesure qu'ils grandiront. Avec eux et pour eux, un monde nouveau se dessine. Alors, la Révolution tranquille, messieurs, dames, vous en avez les ingrédients ici, et si on résume, la première chose qui apparaît, c'est une nouvelle forme de gouvernement qu'on va appeler l'État-providence, un État qui, par son interventionnisme massif dans la société, se transforme en un acteur économique et social incontournable. Alors, vous notez ceci, vous notez les concepts importants et vous notez qu'entre Duplessis et Jean Lesage, tout change. À commencer par l'interventionnisme dans la société. Jean Lesage fait bon nombre de promesses, il va les tenir et on va révolutionner de plusieurs façons la façon dont les gens vivent et travaillent. Apparition du ministère de l'Éducation. C'est probablement avec le domaine de la santé, là où la Révolution tranquille est la plus marquante. S'il vous plaît, comprenez ceci. L'État devient laïque. L'Église catholique sort de la sphère sociale et va être cantonnée dans les services religieux et spirituels, là où on la retrouve encore aujourd'hui. Donc, fin de la présence de l'Église en éducation, en santé. Et petite révolution dans le monde du travail, avec des lois qui viennent très franchement aider et protéger les travailleurs. Les femmes ne feront pas exception au bouleversement que connaît la société québécoise. En effet, Marie-Claire Kirkland Casgrain, nous avions vu la sculpture près du Parlement ensemble. Vous aviez cette dame un peu plus éloignée des autres qui sera la première élue députée et même ministre au Québec. Cela va permettre de réécrire le Code civil québécois qui encore ne considérait pas la femme comme l'égale de l'homme. En 1964, cette réécriture fait désormais de vous, mesdames, l'égal juridique de vos partenaires masculins. On arrive aussi à un symbole, un des plus marquants symboles de la Révolution tranquille, et retenez, s'il vous plaît, ainsi qu'insérer cette image du poing qui tient des éclairs dans vos notes de cours. Elle est incontournable. Ce qu'elle signifie, plusieurs choses. Voyez les symboles, le poing fermé, la possession, les éclairs, c'est l'électricité, et le slogan qu'on confond souvent avec le slogan électoral de Jean Lesage, ce qui n'est pas le cas. En 1962, on va passer à de nouvelles élections qui sont une forme de référendum. Pourquoi? Pour faire accepter ou demander à ce qu'on puisse nationaliser finalement, entièrement, dans toute la province, l'hydroélectricité. En 1962, ce sera chose faite et c'est aussi un bel exemple d'interventionnisme économique par la création de sociétés d'État. Et la nationalisation de l'hydroélectricité en est le plus fort et le meilleur exemple. Qu'est-ce qu'une société d'État? Eh bien, vous en avez la définition ici. Veuillez vous assurer, s'il vous plaît, de la noter dans vos notes de cours. Alors, une image qui vaut 1000 mots. Vous avez ici René Lévesque, près de Beauharnois, il me semble, et c'est lui qui pilote la nationalisation de l'hydroélectricité à titre de ministre des Ressources naturelles. René Lévesque, son nom vous est peut-être familier, va quitter le Parti libéral quelques années après ses élections avec Jean Lesage pour fonder son propre parti. Un parti que vous connaissez, qui existe encore aujourd'hui et qui a à cœur le nationalisme et même l'indépendance du Québec. Je vous laisse deviner
de quel parti il s'agit, je vous en reparle un petit peu plus loin. Parlant de nationalisme, tous ces changements-là, le Québec qui se réveille, qui prend le contrôle de ses ressources naturelles, qui découvre que les Québécois ont un certain pouvoir, qui développe une nouvelle fierté, eh bien, ce n'est pas sans réveiller au Québec un sentiment nouveau de nationalisme, qu'on pourrait appeler le néo pour nouveau nationalisme. Si vous voulez, c'est le moment où on passe de Canadiens français, d'anciennes colonies ou de sentiments d'être des personnes assimilées, à être des Québécois. Cela va se manifester par l'apparition de plusieurs groupes, certains politiques, certains un petit peu plus radicaux, que l'on parle du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui sera annexé par le Parti québécois en 1968, que vous avez ici, fondé, comme je viens de vous l'annoncer, par René Lévesque. Et vous avez aussi un groupuscule violent, radical, qui va se manifester pendant toutes les années 60, qu'on appelle le FLQ, notre propre petit groupe terroriste made in Québec. Et cela nous amène dans cette espèce d'effervescence politique, sociale, économique qui touche tous les aspects de la société à une certaine explosion de violence au Québec, un désir d'une accélération de l'affirmation nationaliste québécoise que l'on va voir arriver de façon, je dirais, explosive dans la société québécoise et qui va culminer en 1970 avec la crise d'octobre. Vous avez en arrière-plan cette idée de plus en plus présente que le Québec devrait devenir une nation. Pour certaines personnes, c'est une lutte à mener démocratiquement, pacifiquement, politiquement. Pour d'autres, ce sera l'affaire d'idées beaucoup plus radicales. La crise d'octobre, messieurs, dames, un point tournant dans l'histoire, un moment marquant qui, du côté de vos grands-parents, sont encore certainement un souvenir s'ils l'ont vécu ici à Montréal, avec, vous le voyez dans cette image, la présence dans les rues de Montréal, non pas en Afghanistan ou dans une zone de guerre, mais bel et bien ici, en plein cœur de la métropole québécoise, de l'armée qui interviendra au plus fort de la crise. Sur le front québécois, le climat se détériore. Les bombes sautent à la Bourse de Montréal, au club de réforme, puis à la résidence du maire Jean Drapeau. On ne laissera pas diviser ce pays, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Vous le connaissez, lui. Et on ne permettra pas que des gouvernements étrangers viennent nous expliquer à nous ce que c'est que la Constitution du Canada. C'est le père de En Justin. vue de faire des victimes et de causer des dégâts importants, cette vague de violence sème la panique. Au total, 64 bombes explosent pendant cette période. On sait que ce pays va durer. Et on sait que c'est nous, le gouvernement fédéral, qui doit parler au nom de tous les Canadiens. Lorsqu'une autre bombe du FLQ explose au ministère de la Défense à Ottawa et fait un mort, Pierre Trudeau s'en remet à sa stratégie gagnante, ne pas plier. Ça a assez duré, les folies, depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini, les folies. Just watch me. Octobre 1970. Un diplomate britannique, James Richard Cross, est enlevé à Montréal. Un ministre du gouvernement québécois, Pierre Laporte, sera assassiné lors de la plus grave crise politique qu'ait connue le Canada. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette
Ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Après avoir examiné la situation, et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 heures matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des perquisitions ou à des arrestations, de détenir des suspects sans avoir à porter immédiatement contre eux des accusations précises et de recourir à la détention sans cautionnement. Ce sont là de très amples pouvoirs qui ne me sourient pas plus qu'à vous. Nous faisons tout ce qui doit être fait. Tous les niveaux de gouvernement au pays sont prêts à agir dans l'intérêt du salut public. Tout au long de la crise, Trudeau ne cédera rien aux ravisseurs, membres du Front de libération du Québec. La crise d'octobre aura scellé le plus grand paradoxe de Pierre Trudeau. La loi des mesures de guerre a été imposée sans preuve d'insurrection appréhendée. Pourquoi Pierre Trudeau a-t-il ainsi renoncé à son idéal de respect des droits civils pour une poignée de terroristes, des amateurs, dont le plus grand art était leur capacité de manipuler les médias? C'est dans la consternation et avec un profond bouleversement que les Canadiens ont appris la mort de Pierre Laporte, assassiné lâchement par une bande d'assassins. En vertu de la loi des mesures de guerre, 500 personnes seront arrêtées, 62 accusées formellement, une douzaine seront jugées ou condamnées à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison. La crise aura fondé le mythe Trudeau. Dans l'opinion, il sera l'homme fort qui ne plie jamais. Alors, un petit résumé que je vous demande de noter, s'il vous plaît. La crise d'octobre est marquante. Elle nous permet de faire le lien entre deux périodes importantes, la Révolution tranquille d'une part, et ensuite une période un petit peu plus mouvementée, peut-être, qui amorce du côté du Québec le désir, pour certains partis politiques, évidemment, le désir n'est pas nécessairement partagé, d'accéder à son indépendance. Ce n'est pas tout. Le Québec des années 70, comme je vous le dis, est un endroit où les choses bougent encore. La Révolution tranquille en a amené une partie de ces changements, mais cela se poursuit avec plusieurs événements qui se succèdent. D'abord, la conférence de Victoria en 1971. Il s'agit d'une ronde de négociations avec en tête l'idée de renégocier la Constitution canadienne. C'est un désir qui est exprimé depuis un certain temps par le gouvernement fédéral d'aller rapatrier la Constitution pour ensuite la changer, l'amender. Au Québec, le monde du travail, le monde du développement économique et industriel est complètement bouleversé par la construction, l'amorce d'un immense chantier hydroélectrique dans le Grand Nord, en fait, du côté de la baie James, par le complexe de La Grande. Du côté de Montréal, du côté de Québec, les syndicats de la fonction publique font front commun et affrontent d'une façon, avec une ampleur, je dirais, qu'on n'a pas connue depuis Duplessis, le gouvernement pour obtenir de meilleures conditions de travail. Finalement, la crise linguistique. Le français est malmené au Québec, il n'est pas protégé, on n'a pas encore la loi 101 et on désire obtenir du gouvernement du Québec une meilleure protection pour la langue française. C'est dans ce contexte qu'est élu en 1976 pour la première fois le Parti québécois. C'est une victoire surprenante. C'est une victoire des forces nationalistes. C'est une victoire qui s'explique aussi par le contexte dont je vous parle. C'est évidemment
les forces nationalistes de défense de la langue française qui affrontent une certaine crainte du côté des anglophones de voir leurs droits du côté de la minorité ne pas être respectés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la première chose que le Parti québécois fait dès son élection en 1977, c'est d'instaurer une loi que vous connaissez, qui est la Charte de la langue française. Cette loi vise à transformer le paysage québécois qui, comme vous le voyez dans cette image, ne faisait pas tellement de place ou ne respectait que très peu la langue française de la majorité. Alors, vous avez donc cette loi passée en 1977 et vous avez ensuite l'arrivée au pouvoir de ce parti dont vous avez ici les caractéristiques. Un parti qui va changer les lois concernant le financement des partis politiques. On veut évidemment quitter cette époque avec un relent de corruption qu'on connaissait sous Duplessis. On a affaire à un parti social-démocrate. C'est cette idée de l'interventionnisme social, de supporter, de donner des chances à toutes les parties de la société. La loi sur les briseurs de grève, qui finalement révolutionne encore une fois l'époque de Duplessis, où est-ce que des autobus remplis d'ouvriers remplaçaient les grévistes. Loi sur la santé, congé de maternité. Quelle belle mesure qui va stimuler grandement l'accroissement naturel au Québec et qui est une initiative du PQ. Nous arrivons au début des années 80, en 1980 pour être précis, et les projets du PQ, les promesses même du PQ, de tenir un référendum pour permettre au Québec d'accéder à son indépendance. Dans ce cas-ci, le terme utilisé est souveraineté-association. Il y a des nuances par rapport à l'indépendance. Contentons-nous de savoir que pour René Lévesque, l'idée est de séparer ou à tout le moins affirmer politiquement le Québec par rapport au reste du Canada. Je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir. En 1976, le Parti québécois est élu. L'affrontement avec le Canada anglais est inévitable. Ce pays du Québec viendra une... René Lévesque va tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. À Ottawa, on doit se poser une question fondamentale. Le Canada est-il divisible? Une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. En 1979, René Lévesque charge son ministre, Claude Morin, de rédiger la question du futur référendum sur la souveraineté. Après plusieurs mois d'études, le gouvernement rend enfin publique la question référendaire. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Au référendum de 1980, Jean Chrétien est le fer de lance du gouvernement fédéral. Moi aussi, j'aurais voulu qu'on gagne le bataille des plaines de malade. J'étais pas là pour réveiller mon calme dans la poule, j'ai monté durant la nuit. J'avais été là pour le réveiller, moi. Ben, avec moi, on n'a pas gagné. Jean Parizeau fait campagne loyalement aux côtés de René Lévesque, même s'il croit que le projet de souveraineté-association porte en lui le germe de sa propre défaite. Si on casse avec le Canada, il faut que ce soit une opération, j'allais dire, chirurgicale. Je leur ai demandé, êtes-vous d'accord, papa? La réponse va venir très vite, là. Monsieur Lévesque, continuez de répéter, puis la démocratie, qu'est-ce que vous en faites? Si le peuple québécois votait majoritairement oui, est-ce que vous ne seriez pas obligé, par les lois de la démocratie, de négocier? Mais non! La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, Le 20 mai, les fédéralistes triomphent aisément sur les souverainistes. Jean Chrétien croit que la question est réglée pour un bon bout de temps. Pour les souverainistes, ce n'est que partie remise. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La prochaine fois viendra, et cette fois, ce sera Jacques Parizeau et Jean Chrétien qui seront au premier rang. René Lévesque s'engage alors à participer à la conférence constitutionnelle de novembre 1981, organisée par le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau. C'est à Claude Morin, son ministre des Affaires intergouvernementales, que René Lévesque confie alors la tâche d'élaborer la stratégie constitutionnelle du Québec. On reviendra peut-être plus en détail sur cette partie de l'histoire. Sachez pour l'instant que le référendum de 1980, eh bien, c'est un chapitre dans cette volonté pour le Québec d'accéder à son indépendance. Un premier chapitre, on vous l'a dit dans le petit vidéo, qui pour l'instant se solde par une défaite de l'option du oui, quand même assez importante à 60 contre 40%. Messieurs, dames, c'est ce qui termine notre petit cours en vidéo. Je vous demande de faire attention à vos notes de cours. Je vous demande peut-être de noter vos questions si vous en avez. Et je vais également préparer un certain nombre de questions que je vais vous soumettre, soit dans la période immédiatement après votre écoute ou la période suivante, afin de m'assurer que vous avez bien tout noté ce dont il était question aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir.